L'art du NFT. NFT. Non-fungible. Curieux. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT, le dernier de cette année 2021. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers impitoyable et incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Venez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h, exceptionnellement aujourd'hui, nous sommes mercredi, ou rendez-vous sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre toute notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter Art du NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, aujourd'hui, nous recevons Denis Santelli. Je suis vraiment ravie de t'accueillir, Denis, pour ce dernier épisode de l'année. Tu vas nous parler de son parcours et de tous ses projets de crypto-art, de NFT, de ses expositions, etc. Vous pourrez, comme d'habitude, intervenir en fin de room et surtout rester jusqu'à la fin pour une petite surprise et des questions sur le vif, comme d'habitude. Pour l'heure, je donne la parole à mon acolyte Benjamin pour l'actualité de la semaine. Merci Lucie-Léonore, merci. Eh bien, l'actualité, évidemment, je pense que tout le monde a vu passer ça, c'est l'aventure du token SOS qui a fait un véritable coup de tonnerre dans toute la sphère NFT pendant d'abord tout le week-end dernier, mais ça a commencé la veille du jour de Noël. Et on en parle encore aujourd'hui beaucoup sur Twitter. Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce que c'est que ce token SOS? Eh bien, à la veille de Noël, on apprend tous sur Twitter, tout le monde tweetait ça, absolument tout le monde, que toute personne qui avait dépensé de l'argent sur OpenSea, alors OpenSea, la plus grosse marketplace NFT, bien sûr, quiconque pouvait donc réclamer des tokens gratuits qui sont appelés des tokens SOS, exactement comme un appel au secours. Alors, pourquoi ils sont appelés SOS? Eh bien, parce que ces tokens ont été créés pour soutenir l'industrie du NFT et aussi indemniser quiconque se serait fait escroquer ou abuser sur OpenSea à l'occasion d'une transaction NFT. Alors, on n'est pas abusé par les gens derrière OpenSea, c'est une entreprise sérieuse, mais on peut se faire abuser ou escroquer par des scammers qui vous font croire que vous achetez un véritable artiste alors que vous achetez du vent ou que vous achetez quelqu'un qui n'est pas un artiste. Donc ça se passe beaucoup sur OpenSea, sur toutes les marketplaces. On alerte en permanence dans cette room tout le monde là-dessus. Donc, vous voyez, l'initiative a été intéressante pour ça. Alors, moi, d'abord, j'ai vu passer ça, tous ces tweets. Donc, j'ai senti d'abord une véritable excitation autour de ce projet. Il y avait des interrogations, on se demandait qui était derrière, etc. Donc, je me suis précipité un peu comme tous les créateurs de NFT sur le site web de OpenDAO pour réclamer mes tokens parce que j'ai été actif sur OpenSea cette année. Et alors, OpenDAO, c'est eux qui ont créé ce token. Alors, OpenDAO, comme son nom l'indique, c'est une DAO. DAO, c'est un acronyme anglais. Je vous le dis parce que c'est très important. Tout le monde va en parler l'année prochaine. Et donc, cet acronyme veut dire Decentralized Autonomous Organisation. Et en fait, en bon français, c'est une association entre particuliers qui vont édicter des règles de fonctionnement et créer un token qui sera géré par du code, donc géré par un fameux smart contract. Je pense que maintenant, vous savez que derrière le NFT, il y a des smart contracts, donc il y a du code. Eh bien, c'est une association gérée par du code et non plus gérée par des statuts que l'on va déposer chez un notaire. Et donc, eux, OpenDAO, ont créé cette DAO, ont créé ce token SOS pour justement le distribuer très largement et, et proposer une augmentation de la valeur. Parce que ce qui est assez incroyable quand même, c'est que ce token est parti la veille de Noël avec une valeur de zéro, parce que vous pouvez créer des milliers de tokens comme vous voulez. Si ça intéresse personne, ça vaut zéro. Et alors, ils l'ont distribué gratuitement à 200 000 personnes environ, selon les dernières statistiques qu'on a. Et en 2 jours, en 2 ou 3 jours, ce token a pris une immense valeur. En fait, on pense même que sa valeur a été multipliée par 10 parce que les adeptes de NFT, comme nous ici, et tous ceux qui ont reçu ce token, ont commencé à en acheter plus, des tokens SOS, ou alors à échanger ces tokens SOS contre des Ethers, donc finalement à générer des échanges financiers et ainsi à donner de la valeur à ce token.
voyez comment en quelques jours, en mobilisant une grosse communauté, parce que là c'était toute la communauté autour de OpenSea, on peut donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas du tout au jour de sa création. Alors, il faut préciser que OpenSea n'a rien à voir, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que voyez, cette DAO, donc cette association de particuliers, a voulu envoyer un signal à OpenSea pour dire vous ne vous occupez pas assez de vos collectionneurs, vous ne vous occupez pas assez de votre communauté. Il y avait même des gens qui disent, vous savez, OpenSea voulait aller en bourse. Ils avaient le projet de se lister en bourse au Nasdaq pour lever de l'argent. Et alors, toute la communauté a reproché ça, parce que ça, c'est vraiment old school hein, d'aller en bourse aujourd'hui. Plus personne n'y va aujourd'hui. On va sur la blockchain, on fait une DAO, on émet des tokens, on distribue ça à la communauté. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui dans le monde de la blockchain. Eh bien, in fine, vous voyez, en donnant de la valeur à ce token, eh bien, cette DAO peut revendiquer maintenant un vrai petit trésor de guerre pour effectivement protéger les créateurs qui ont été lésés ou escroqués soit par des scammers ou par des personnes mal intentionnées. Voilà, c'est l'histoire du token SOS. Suivez ça de près. Je trouve que c'est absolument passionnant parce que ça mélange NFT, la communauté, donc les tokens, ça mélange la blockchain, la DAO, tout ça, vous allez entendre beaucoup parler l'année prochaine. Et dans notre podcast aussi, on va beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant, Benjamin, comme quoi c'est vraiment tout ce qui fait l'essence de la blockchain, des NFT, la décentralisation, la reprise de pouvoir par les éléments, etc. Donc c'est vraiment fascinant. J'étais sûre que tu allais faire ton actu là-dessus. J'ai vu que ça t'avait vraiment bousculé cette semaine. Donc merci de nous avoir détaillé un peu plus tout ça. Eh bien, si il n'y a pas d'autres points d'actualité en cette fin d'année, je propose qu'on passe à l'interview de Denis. Alors, bienvenue Denis. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être le dernier invité de l'année. Ouais. Le Voilà. meilleur pour la fin. C'est pas sympa pour tous nos autres super invités. Alors, est-ce que Denis, tu peux commencer par te présenter très succinctement et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais? Alors, Denis Santelli, donc moi je suis artiste, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait des études d'art, ensuite j'ai fait beaucoup de peinture, en fait j'ai fait quasiment que ça entre 15 et 25 ans. Et puis dans les années 2000, enfin un petit peu avant, j'ai commencé à faire joujou avec des ordinateurs, notamment à la suite de la parution d'un livre un peu fondateur comme ça de John Maeda qui était Design by Number, en fait, John Maeda qui était un designer scientifique qui avait une chaire au MIT à Boston et qui a publié donc ce bouquin qui proposait à des artistes des premières briques de Generative Art sur des bases de Java, de choses comme ça. Donc là, on est en quelle année à peu près? Parce que tu as été allé très très vite hein, sur tes années de peinture, ça a été raccourci en 2 mots, donc 15 ans de peinture en une phrase, et ensuite... et oui, là on est dans les années 2000 en fait. Je crois que le bouquin, c'était 99 ou 2000. À l'époque, tu es artiste et prof. Comment ça se passe? T'en es où dans ta vie au moment où tu... À l'époque, je suis artiste. Je fais encore de la peinture. Je suis même assistant d'artiste aussi. Je suis à Paris. Voilà. Et puis, effectivement, je travaille déjà beaucoup avec le web et tout ça. J'ai commencé à faire des sites qui présentaient mon travail, je crois en 98 ou 97 ou 98. Ah ouais, très très early pour un site internet. Ouais, au tout début. Et 98, 99, j'étais en Espagne, en Andalousie, parce que j'ai une autre passion qui est le flamenco. Et je suis allé vivre avec les Gitans en Andalousie. À l'époque, je faisais même du FAO, c'était du flamenco assisté par ordinateur. Et puis je peignais là-bas. Et je suis rentré à Paris.
parce qu'on a eu un premier enfant, et donc voilà. Et effectivement, j'ai commencé à faire de l'art génératif avec ce qu'il y avait juste avant Processing, puis Processing pour les gens qui connaissent, MaxMSP, Pure Data, ces choses-là. Et puis j'ai expérimenté pas mal d'outils pour faire des environnements immersifs, des environnements interactifs. Je faisais des tableaux interactifs à l'époque. Mais pardon, Denis, je te coupe, mais parce que sur ta carrière de peintre, parce que j'ai l'impression, effectivement, comme dit Lucie Léonore, que tu vas un peu vite. C'est-à-dire que tu as exposé en galerie ou très vite ta carrière a basculé vers le digital très... Alors, moi, j'ai fait mon diplôme en peinture à une époque où la peinture était morte. Hein. C'est-à-dire qu'on avait déclaré, enfin, la Buren et d'autres, Buren, Mossé, Parmentier, plein d'artistes avaient déclaré la mort de la peinture. Je sais pas si vous vous souvenez. Mais Et, ça, c'est j'ai fait début des années 70, ça, le groupe BMPT. voilà, c'est BMPT effectivement, et l'héritage de ça, c'est que effectivement, quand moi j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait ça avec Marcadet, Bernard Marcadet pour ceux qui connaissent, qui est un grand historien de l'art, grand spécialiste de Duchamp, voilà, et qui, on était en plein dans l'art conceptuel, en plein dans ce qui s'appelait l'art contemporain déjà à l'époque, et qui n'était pas encore un académisme, mais qui était vraiment une révolution, enfin en pleine révolution. Et la peinture était pas très à la mode à l'époque. Donc moi j'ai fait mon diplôme quand même en peinture, envers et contre tous, parce que j'ai une passion pour la peinture depuis toujours, et une passion qui est liée à mon enfance. J'ai fait que ça, dessiner, peindre tout le temps. Et j'étais dans tous les ateliers d'art plastique enfant, voilà. Et alors j'étais pas représenté par une galerie, j'avais fait quelques expos à la sortie de l'école. Pendant l'école, j'étais pas représenté par une galerie, je travaillais j'avais des ateliers à Montreuil, rue d'Avron à Paris, voilà. Et c'était pas si simple hein, d'être peintre à l'époque. Et puis voilà, après donc j'ai toujours un héritage qui est qui est très présent. J'ai toujours une passion pour voilà enfin, j'ai une passion pour l'art, pour la peinture, l'art. Je me réfère toujours à l'art, à la peinture, à Piero Francesca, à des tas de gens. Voilà, j'ai une histoire avec ça. Je parle beaucoup de Piero parce qu'il était dans un et puis Francesca, c'était aussi un mathématicien. Il était, voilà, il a construit un monde, une nouvelle fenêtre sur le monde, un monde mathématique, un monde de la mesure, Et comme donc ça. toi, très vite, justement, tu t'intéresses à toutes les nouvelles technologies, donc web, génération, Ouais, ouais, c'est ça. et donc en 2000, ce bouquin, Design by Numbers, qui est un petit peu un marqueur dans ta carrière finalement. Tu peux Bah, nous c'est en un parler du coup déclencheur de ce... parce que ouais, c'est un déclencheur parce que c'était très nouveau ça, que les artistes commencent à faire du code. En fait, il y a eu, hein, il y a une histoire avec l'art et la tech. Il y a ce qu'on appelait l'art cybernétique avec Nicolas Schoeffer, ou l'art cinétique. Il y a des tas de gens qui ont introduit des notions, par exemple, d'art génératif ou d'art aléatoire. Il y avait John Cage qui a fait de la musique aléatoire. Il y a des poèmes de Raymond Queneau, les 100 000, les 1000 milliards de poèmes, là, je sais plus combien il y en a exactement, mais il y a des choses comme ça. Il y a dans les années 60, depuis les années 60, il y avait une histoire avec ça, avec la tech, l'art, ce qui est génératif, ce qui est aléatoire, mais effectivement d'utiliser du code comme matériel, comme matériau, le digital comme matériau, ça c'était assez nouveau. Et ça c'était assez nouveau, ça a donné voilà, ça a donné, il y a Benjamin Fry, Casey Race, qui ont repris ces concepts-là, qui ont créé Processing derrière. Processing, c'était encore un outil assez extraordinaire, encore plus facile d'utilisation et tout ça. Donc ça m'a permis moi de générer des choses. J'utilisais aussi Flash à l'époque, qui était très utilisé pour faire des choses interactives comme ça. Ouais, je me Euh, souviens. Pour les sites web, Ouais, moi pardon, aussi. mais je me souviens de Flash. Mais attends, la question, Denis, c'est quand tu ouais. codais, parce que qu'on soit bien clair, quand tu faisais des sites HTML, tu codais en HTML ou tu utilisais des outils visuels, quoi, des outils pour pour tout le monde, quoi, pour facile à utiliser, on va dire. Ou est-ce que c'est vraiment tu rentrais dans le code? Est-ce que tu avais une Ouais, démarche d'ingénieur? j'ai rentré dans le code assez vite. Je suis rentré dans le code assez tôt parce que j'ai passé des nuits sur ces machines-là ça m'a vraiment passionné. Et voilà, c'est un peu ça m'a vraiment, c'est quand même un peu comme un jeu. Moi, je suis pas un gamer, mais par contre, j'aime jouer avec
avec ça depuis le début, et je trouvais ça hyper créatif, quoi. Et Et est-ce que tu partais de tes peintures pour les mouliner à travers du code, ou est-ce que ça n'avait vraiment rien à voir? oui, alors ça a été une vraie question, les allers-retours entre la peinture et le digital. J'ai fait des tableaux interactifs, c'est-à-dire que je démontais à l'époque des ordinateurs portables dont je récupérais l'écran tout en faisant tourner la partie unité centrale en la cachant dans un tableau, et l'écran faisait le tableau, et je récupérais la petite caméra, la webcam que je déplaçais pour qu'il y ait une interaction lorsque le regardeur passait devant le tableau bougeait, tu vois. Et j'ai toujours essayé de trouver une articulation avec la peinture, toujours. Et pour moi, c'était la suite logique, si tu veux. Picabia, il disait, c'est parce qu'il y a 100 ans, hein, quand même, faut quand même imaginer ça, mais Picabia qui était fasciné par la machine, hein, par le moteur, Absolument, ouais. les moteurs, et choses comme ça, disait que c'était approprier la mécanique du monde moderne, tu vois. Et moi, je trouve que la mécanique du monde moderne, 100 ans après, c'est le digital. Et Oui, donc, tu as j'avais raison. vraiment cette idée-là de m'approprier cette matière digitale comme étant la substance même du monde moderne, tu vois. Voilà. C'est vrai que le mouvement Dada, tu parlais de Francis Picabia, et j'avais vu une expo il y a longtemps au Ouais, Musée d'Art moderne de Paris, et on voyait la Sainte Vierge. Alors, en fait, c'était des tuyaux, de la mécanique, et c'est ça. il titrait l'œuvre sur papier, je crois, il était la Sainte Vierge. Et en fait, donc ça a créé une perturbation cognitive, en fait, on ne comprenait pas. Et donc, ils étaient à fond, tout le mouvement Dada était à fond dans le mécanisme. À l'époque, c'était des mouvements mécaniques. Maintenant, c'est de l'informatique. Mais donc, tu t'inscris vraiment, c'est intéressant. En fait, tu te projettes dans ce mouvement artistique, à la fois la musique. Tu parlais de John Cage, donc ça, c'est les années 50-60, la musique aléatoire. Et tu t'inscris dans tout ce mouvement artistique. En fait, c'est vrai qu'on pourrait presque recréer un vrai mouvement de cybernétique, en fait, d'art NFT cybernétique. Mais complètement, si tu veux, ça, c'est totalement ça. Il y a une filiation. Je m'amuse, par exemple, avec les cubes incomplets de Sol Lewitt que j'essaye de revisiter en ce moment où je recompose une œuvre avec ça. Tu vois, Alors, il y a une justement, histoire. On a une est-ce que histoire. tu peux nous raconter, Oui. Denis, parce que là, on a balayé un petit peu tes années peinture. Donc, début des années 2000, tu t'empares de ces outils. Et alors, les 20 dernières années, comment ça évolue? Ah, Ouais, si on peut y je passer un peu plus de temps que tes 15 ans de peinture, parce que on parle de, bah voilà, de processing. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, de flash? Est-ce que tu découvres des nouveaux outils à chaque fois? Enfin, comment ça se passe jusqu'à arriver à ce que tu fais aujourd'hui, dont on va parler plus. Bah voilà, après j'ai un peu bricolé effectivement les Java, Processing, Pure Data, MaxMSP, puis j'ai commencé à bricoler aussi des capteurs physiques qu'on branchait sur des capteurs pour récupérer le signal, transformer les signaux analogiques en numérique, pour créer des environnements immersifs, déclencher des vidéos lorsqu'on passait devant un capteur de présence par exemple, etc. Et donc je suis allé enseigner ces disciplines aux Beaux-Arts à Cergy. En fait, j'avais un copain qui travaillait aux Beaux-Arts de Paris et qui était prof, qui m'a dit ils ont besoin d'un gars pour le numérique aux Beaux-Arts de Paris. J'ai fait un dossier de 30 pages et puis finalement ils ont pris quelqu'un d'autre et Ouais, heureusement mais Sergi, c'est plus pointu à ce niveau-là, quoi. Ils osent plus de. personne, personne n'a lu le dossier, heureusement, parce qu'avec le recul c'était vraiment épouvantable. Mais j'ai travaillé à Cergy et effectivement il n'y avait pas encore vraiment de plateforme numérique à Cergy. Et donc j'ai créé un atelier qui s'appelait Combinatoire avec Michel Vacan, voilà. On était au tout début de ça, on allait chercher des déchets numériques, et puis il y avait une histoire aussi avec, je faisais des parallèles entre la mosaïque byzantine et le pixel art ou des choses comme ça. Tu vois, il y avait toujours cette façon d'articuler l'histoire de l'art avec des outils plus contemporains, des outils numériques. Et donc j'ai enseigné comme ça pendant 5-6 ans à Cergy. Ensuite, j'ai créé une société parce que je voulais financer des œuvres interactives un peu plus difficiles enfin un peu plus lourdes financièrement. Il y avait pas mal de groupes d'artistes anglo-saxons qui créent des petites sociétés pour se faire financer par de l'événementiel ou des choses comme ça. Parce que donc Et là, t'es toujours pas accompagné par une galerie. T'as changé complètement finalement ouais, mais là de j'avais voie. pas. Oui, c'était
C'était un désir de créer des œuvres. Moi, j'ai pas eu d'obsession particulière de représentation à ce moment-là. J'avais vraiment le désir de créer des choses. Je les faisais chez moi, voilà. Et j'ai créé une société pour créer des œuvres un peu plus importantes. Et puis j'ai fait un touch wall. À l'époque, il y avait Bill Gates qui en avait présenté en 2008. Un touch wall C'est quoi, si tu à peux nous Seattle. détailler? C'est une grande surface tactile multipoint à la verticale. Un touch Un wall, grand vraiment. iPad, un touch wall. Ok. Ouais, voilà. Juste avant l'iPad en fait. Et puis c'était un des premiers en Europe, donc du coup j'ai plein d'investisseurs qui sont venus me voir, des choses comme ça. Et ce qui devait être un projet artistique, c'est devenu un projet 100% business. Et donc je me suis retrouvé à la tête d'une entreprise pendant 5-6 ans. Ça a été une expérience assez extraordinaire parce que finalement moi c'était pas mon univers, mais c'était un univers de création, d'innovation, de choses comme ça toujours. Et puis la société est allée dans le mur parce que, entre autres, mon directeur technique a fait un AVC. Alors lui, il s'en est remis, mais pas la boîte. Et puis j'ai repris moi mon activité artistique à ce moment-là. J'ai refait des expos à San Francisco. J'ai refait des choses en Chine, en Allemagne, des interventions, des conférences sur l'art numérique. Voilà, avec des travaux qui étaient presque des citations de peinture et qui étaient des tableaux de la peinture digitale là pour le coup. Ensuite, j'ai fait des performances de peinture en réalité virtuelle où je faisais des digital landscapes. Et cette notion de paysage est devenue assez importante du paysage digital. Moi, je fais une métaphore de ça, c'est-à-dire qu'on a moi, ce que j'ai vu dans ma vie, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est l'arrivée d'un nouveau paysage, d'un nouvel environnement. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai avec l'arrivée des métaverses, bien sûr. Et donc c'est une nouvelle représentation du monde, une nouvelle façon de d'exister presque. Et voilà, donc j'ai fait des paysages numériques en réalité virtuelle et que je finissais en peinture. C'est-à-dire que j'avais toujours, je commençais les choses en digital pour les finir en peinture. En, Je fais en- encore ça. en fait, Denis, il y a tellement de choses, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui t'intéressent dans cet univers. Tu as aussi une démarche d'intellectuel, puisque tu donnes des conférences. Tu es toi-même créateur. À un moment donné, on t'a demandé de vendre cet écran, ce touch, enfin ce mur de création virtuelle, enfin Ouais. cet iPad géant. Donc en fait, Mm. toi, tu suis, j'ai l'impression même que tu suis les opportunités qui s'offrent à toi. Tu fais des rencontres et les gens te proposent des choses toujours dans cet univers-là. Et tu relèves le challenge en fait à chaque fois. Tu te dis, tiens, je pourrais essayer autre chose, je pourrais découvrir tel univers ou apprendre de telle personne, c'est ça en fait. Alors, bien sûr que les rencontres, la chance, tout ce qui est aléatoire dans l'existence, c'est un rôle très important, évidemment, heureusement. Mais il y a quand même une espèce de trame de fond qui fait que il y a ce qui était au départ le dessin, la peinture, ce qui était presque un jeu, hein, et qui occupait vraiment mon temps avec il y a quelque chose à chaque fois on réalise, on produit quelque chose, on produit une image, on produit du sens, on produit une émotion, on produit un peu de poésie, on produit un regard sur le monde comme ça. Ça c'est une espèce de constante. Et après effectivement les différentes vagues là pour le coup, pas de virus mais les vagues technologiques, de révolution technologique qu'on a pu traverser avec la première évidemment l'arrivée d'internet ou l'arrivée même de la micro, l'arrivée d'internet, puis ensuite tout ce qui est portable, tout ce qui est tactile, et puis maintenant ce qui change avec les enjeux qui changent avec la blockchain, l'arrivée des cryptos, etc. Tout ça, c'est un matériau pour moi et avec lequel je joue et avec lequel je jongle presque comme voilà. Et comment c'était reçu quand tu as commencé vraiment à mélanger tes peintures avec tout ça, à faire des œuvres hybrides? Quelle était Alors la réception du... j'ai beaucoup de gens qui m'ont expliqué, y compris aux Beaux-Arts, y compris à Cergy, etc., que tout ça c'était pas de l'art, hein, que c'était de la techno, et que la techno par définition c'était pas de la pensée. Et que c'était pas de l'art, donc voilà. Il y a eu beaucoup en fait il y a eu pendant très longtemps de la part de l'establishment artistique un peu de mépris à propos des artistes qui investissaient le champ du digital. Il y avait une espèce de voilà. Pourtant on a des gens bien en France, hein.
Jacques Perconte, il y a Johnny Lemercier, il y a des gens formidables. Hein. Il y a une histoire, il y a euh, mais il y a toujours eu une espèce de séparation entre les grandes galeries, les grandes Oui, représentations, etc., mais et l'art numérique. Voilà. ouais, tu sais aussi, Denis, que ça c'est complètement vrai, mais tu sais bien qu'au sein de l'art contemporain, il y a encore des séparations entre le street art et l'art conceptuel. Il y a des séparations entre l'art dit Ouais, sérieux, enfin, l'art ouais, qui va dans les grandes foires, Art Basel ou la FIAC à Paris, et ouais. l'art qu'on retrouve dans des petites galeries de quartier, etc. Il y a toute une série de tiroirs dans l'art. Ça, c'est terrible. Mais moi, ma question, c'est que toi qui as vécu les origines du crypto art, enfin, j'allais dire du pixel art, puisque dans les années 90 déjà tu créais. Mm, mm. Aujourd'hui, tu as du recul sur tout ça. Est-ce que tu penses que les institutions, est-ce que tu penses que ça y est, c'est enfin l'avènement, la reconnaissance pour tous les créateurs digitaux, ou est-ce qu'on va encore manger du pain noir pendant... Alors moi j'ai l'impression quand même il y a un cycle qui a commencé. C'est-à-dire que en gros euh, ce qu'on appelait un peu l'art contemporain, on peut situer. Tu vois, moi je trouve que la banane scotchée au mur de Catalan à la Art Basel, c'est un peu le point final d'un certain genre comme ça. Et aujourd'hui on a encore des ressucés de C'était ça. Donc il y a ouais, voilà. C'est une espèce d'académisme maintenant, si tu veux. Et tu vois, c'est presque pompier pour moi ce type de pratique. Il y a de très belles choses dans l'art contemporain. Moi, je fais pas partie des détracteurs de l'art contemporain, heureusement. Mais je pense que c'est la fin quand même. Et en revanche, on voit arriver beaucoup, alors sur la scène, beaucoup de figurations, de peintures finalement assez figuratives, presque un peu gnangnan, avec des jolis personnages, des choses comme ça. On voit arriver ça beaucoup. Et puis, effectivement, pour moi, ce qui est vraiment très nouveau, et pour le coup, je pense qu'on est au début d'un cycle qui va encore durer presque 70 ans, 50 ou 70 ou peut-être 100 ans, qui est celui de l'art digital, là, pour le coup. Parce qu'il manquait des composantes, en fait. Il manque toujours un peu de composantes, je trouve. Il manque un peu de critiques. Il manque des critiques très forts. Tu Voilà. penses pas que c'est au-delà d'un nouveau cycle, c'est un peu, on pourrait pas mettre en parallèle ça avec l'avènement de la photographie par exemple. En fait, c'est l'arrivée, le déploiement d'un nouveau médium qui va lui-même donner lieu à plein de courants qui vont peut-être se batailler entre eux, etc. Est-ce qu'on peut pas plus le comparer, voilà, à un nouveau médium qui va donner lieu à plein de cycles à l'intérieur? Je sais pas, parce que la photographie, tu vois, c'est arrivé d'un coup, alors que l'art numérique, c'est arrivé en plusieurs phases, en plusieurs couches. Et ce qu'on connaît là, ce qu'on voit, ce qu'on a vu en 2019, 2020, 2021, c'est quand même la solution d'un certain nombre de problèmes, de freins qui étaient liés à l'art numérique, et notamment de son authentification. Et c'est un problème depuis longtemps, cette histoire. Moi, j'ai commencé à essayer d'enregistrer des œuvres dans la blockchain depuis un moment, c'était pas résolu, cette histoire d'unicité, de rareté, d'authentification, des choses comme ça. Mais l'art numérique existe depuis un moment déjà, on vient de le voir, et c'est pas arrivé d'un coup comme la photographie. Puis la photographie, elle a remis même en question le statut de la peinture, tu vois. Alors que là, le numérique ne me remet pas en question ce qui s'est fait avant. Tu vois, il n'y a pas une rupture. Il y a quelque chose de tellement nouveau qui arrive avec toute une génération, parce qu'il y a un certain nombre de verrous qui ont sauté. En fait, la blockchain, les NFT ont fait sauter un certain nombre de verrous. Voilà. Ouais, mais tu sais, Denis, sur ce que disait Léo sur la photographie, moi je me souviens encore des débats il n'y a pas si longtemps sur le nombre de tirages photographiques. Tu te souviens? Oui. Mm. D'ailleurs, certains photographes disaient, je vous jure, j'ai détruit les négatifs pour vous garantir que la rareté est là. Je n'ai Ouais. fait que 8 tirages de cette photo et j'ai brûlé le négatif. Tu te souviens? Et Ouais. donc, c'est vrai que tu as raison, il y a un double mouvement. D'abord, ça a été méprisé parce que l'art digital est fait avec des ordinateurs, avec des claviers et une souris, en fin de compte. Mhm. La main n'interagit plus. Et puis, il n'y avait pas d'unicité, il n'y avait pas de valeur que donne le NFT, il n'y avait pas de certificat de provenance ou de certificat de propriété, finalement. C'est Et donc, c'est ça. vrai que ce double mouvement, je trouve que à la fois le fait que maintenant on a l'habitude des écrans, donc on a l'habitude de voir du digital. Par exemple, Pixar a beaucoup fait pour l'adoption rétinienne, si je puis dire. Je parle comme un Duchampien là. Une adoption rétinienne Bien sûr. des images vidéo, enfin informatiques.
Oui, oui, et quoi qu'il en soit, ce qui est émergent là, c'est que on a non seulement des nouveaux outils, des nouvelles disciplines, mais on a aussi un nouveau marché, des nouvelles composantes en termes de commercialisation des œuvres. On a des nouveaux lieux Alors d'exposition. justement, Donc tout ça. moi j'allais y venir. Mm. Est-ce qu'on peut parler de tes œuvres récentes et de ce qui s'est passé là au dernier trimestre de 2021 avec une exposition, une double exposition finalement? Est-ce que voilà, tu peux nous parler de ça? Comment sont arrivés, quel processus créatif de ces œuvres récentes et Oui, bah donc en octobre, fin octobre, fin septembre, début octobre, durant tout le mois, j'ai fait une exposition hybride à la galerie Schwab-Beaubourg, et donc c'était la première fois qu'une exposition avait lieu à la fois et avec les mêmes œuvres, à la fois dans le monde réel d'une galerie classique, je dirais, et dans le metaverse. Là, en l'occurrence, c'était sur CryptoVoxel avec deux vernissages l'un après l'autre, exactement les mêmes œuvres qui étaient montrées dans le monde réel et dans le monde digital. Donc, j'ai présenté une série d'arbres numériques que j'appelle les arbres d'indécision. Et alors juste sur ce mot indécision, bon les arbres dans l'informatique, c'est une production informatique. Il y a l'arborescence, tout ça, puis après c'est une production aussi dans l'IA, les réseaux neuronaux, des choses comme ça. La notion d'arbre est extrêmement utilisée, et les arbres de décision, les arbres décisionnels font partie de ces outils informatiques qu'on a. Et donc, moi, ça m'amusait de déplacer un peu, même sur le plan sémantique, ce champ-là, et d'appeler ça des arbres d'indécision. Et avec le petit préfixe 1 là, qui est particulièrement efficace. Fernando Pessoa écrit le livre de l'intranquillité, par exemple. Il y a dans le japonisme, il y a la notion d'incomplétude dans l'art. Et voilà. Et là, les arbres d'indécision, en fait, l'indécision, vous savez, tout ce qui procède de l'erreur. L'erreur est un grand moteur dans l'art. Enfin, Est-ce voilà. qu'on, Denis, est-ce qu'on peut tenter de décrire ton travail? Je vais me jeter à l'eau. Je parle Allez, sous ton contrôle. Donc moi j'ai l'impression. Donc là on reconnaît immédiatement les polygones qui sont typiques de l'art 3D. Donc c'est quand on ça. va sur des logiciels 3D, moi je connais un peu Blender. Donc là on retrouve les polygones. Donc je vois bien que tu as créé tes arbres à partir d'éléments purement géométriques et Ouais. tu as placé ensuite il y a des aplats de couleurs. Alors moi, ça En me fait, parle parce que je connais bien le pop art, évidemment. Et donc, on mm, retrouve des aplats de couleurs assez flashy, quoi, assez fuchsia, rose. Il y a du vert cru. Et puis, il y a beaucoup aussi de liaisons. On retrouve des liaisons de couleurs. Donc, il y a beaucoup de points qui sont reliés. Et le fond est en général assez uni. Donc, c'est un fond ouais, blanc ou bleu. ouais. Est-ce qu'il y a une démarche pour toi de t'allier un peu à ce mouvement pop, un peu comme fait aussi Beeple, mais ou alors c'est des accidents qui ont fait que ce travail est comme Bon, alors les arbres, ils sont générés par un outil qui crée des arbres, un outil génératif qui est utilisé dans le jeu vidéo plutôt et dans le cinéma pour produire de vrais arbres. Moi, j'en récupère uniquement la structure filaire. Ce qui est filaire, c'est le wireframe en fait d'un modèle 3D avant qu'on y plaque de la texture et des couleurs et des choses comme ça. Et je récupère la matière, la structure première de cet arbre numérique, de cet arbre digital, et après je l'enrichis pour le coup à la main, pour lui donner une dimension, l'humaniser en fait, ce que j'appelle la désautomatisation de l'art génératif, pour lui donner un peu d'âme, un peu d'existence. Et moi je me réfère beaucoup au japonisme, à Bonnard, à Van Gogh, aux tas de gens qui ont une vision comme ça du végétal, mais même avant ça, hein, c'est même chez Poussin, chez Lorrain, il y a de très belles pages d'histoire de l'art dans la représentation de la nature, la représentation du vivant. Et ce qui m'intéresse encore une fois, c'est d'utiliser un regard de peintre sur une représentation du vivant en fait qui est artificielle, qui est totalement artificielle et dans un monde artificiel. ouais, il y a Et un c'est effet jouer entre estampe les deux. japonaise
peu, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et avec un héritage comme ça, un regard de peintre, mais sur des outils et un univers dont je montre l'artificialité, c'est-à-dire je conserve effectivement, lorsqu'on zoome dedans, qu'on voit les feuilles, etc., on voit des polygones effectivement, et on voit la nature mathématique de ces productions artistiques, de cet arbre-là, et qui n'est absolument pas organique. Mais pour autant, il a quand même une humanité, il a quand même, c'est comme une représentation de la psyché. Il y a quelque chose de poétique, il y a quelque chose de fragile un peu là-dedans, de sensible. Et c'est tout le sujet entre ce qui est naturel et ce qui est digital, ce qui est humain et ce qui est mécanique, ce qui est voilà. Et alors ces œuvres, donc tu les exposes, enfin, tu les as exposées à la galerie Schwab-Beaubourg. Alors donc c'est finalement une des premières fois où tu exposes en galerie. Comment s'est fait la rencontre avec le galeriste? Les galeristes d'ailleurs ils sont deux je crois. Est-ce que c'est eux qui sont venus te chercher? Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est Alors, passé en fait cette collaboration? j'ai une façon de rencontrer les galeristes qui est assez étonnante. Là, alors j'ai travaillé avec d'autres galeries, mais chez Thierry Schwab, en fait, on s'est rencontrés dans le métro. Il prenait le métro, il consultait un livre d'artiste, je crois, je sais plus quel artiste s'agissait, et puis je lui ai dit, tiens, je crois que c'était Cobra, enfin, un artiste de Cobra, il me semble. Je lui ai dit, ah, excellent choix. Et puis il me dit, bah oui, oui, je sais, je le représente. Donc, ah bon, très bien, oui, oui, je suis galeriste, et on a échangé nos coordonnées comme ça dans le métro. Et c'était il y a 6-7 ans, je crois. Et puis après, on s'est suivi sur les réseaux sociaux, etc. Et il m'a appelé en juin pour me demander, il m'a dit voilà, on voudrait, la galerie prend le tournant un peu du numérique, on voudrait vraiment faire s'orienter à 100% sur le digital et est-ce que tu veux exposer chez nous? Et moi à ce moment-là, j'avais ces arbres comme ça qui étaient là, donc il y avait une espèce d'alignement des planètes. J'étais prêt à montrer ce travail. J'étais hyper enthousiaste, je le suis encore, hein, et sur cette production là, et donc je dis ok, écoute, en plus ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment là quelque chose qui est en train de se passer sur le marché avec le métaverse, les NFT. Je dis si tu veux, moi on fait une exposition hybride, je te montre la galerie côté sur CryptoVoxel, sur le métaverse, et comme ça on crée la première exposition hybride vraiment, voilà. Et du coup, il a complètement adhéré au projet. Alors, faut savoir que Thierry Schwab, c'est un polytechnicien au départ, donc il a un goût comme ça pour la chose technique, évidemment. Et puis, il m'a fait confiance à 100%, il m'a laissé faire, et on a monté cette exposition, Com- et qui a été, voilà. Comment vous faites, Denis? Parce qu'on va revenir sur le métavers, ça c'est très intéressant, très important. Mais moi, question, comment vous faites, comment tu fais toi pour imprimer? Alors, est-ce que tu imprimes tes œuvres en physique pour les montrer sur une plaque d'acier? Comment tu montres tes œuvres en physique? Alors, en physique, j'ai un imprimeur qui me fait ça sur de la toile de lin. J'imprime mes œuvres sur de la toile de lin. La toile de lin, c'est historiquement c'est le support idéal pour la peinture, voilà. Et il y a un petit grain, il y a une texture à la toile de lin qui est très particulière, hein. Et le fait d'imprimer ces travaux numériques sur la toile de lin, ça leur donne une valeur de tableau. Tu vois, c'est encore à nouveau cette histoire avec la peinture et presque même une vision assez classique fondamentalement enfin, Parce que un lien avec. t'avais Voilà. peur que les œuvres numériques ne suffisent pas. Non, c'est pas que j'avais peur que ça suffise pas, c'est que je voulais avoir les deux. Moi, la notion, tu sais, on appelle ça l'hybridité. Alors c'est un substantif un peu épouvantable, hein. On peut parler d'hybridation, mais c'est pas exactement la même chose. L'hybridité de l'époque m'intéresse beaucoup, moi. C'est-à-dire qu'on a on est en train de développer une existence digitale, voilà. Mais pour autant, on est toujours dans le monde physique, évidemment, bien sûr. Et donc, pour moi, il faut que les choses existent dans les deux univers. C'est-à-dire que j'ai cette l'hybridité, je trouve que c'est le mot clé de l'époque. Et que on a une partie physique, on a un corps, on a des voilà et on a besoin d'avoir une relation, moi je trouve, hein, une relation physique à l'œuvre, et pour autant l'immatérialité, le côté purement numérique des choses, le métaverse, tout ça propose une autre relation à l'œuvre, une autre incarnation de l'œuvre, et moi j'aime jouer avec les deux.
et avoir la même la même source, le même fichier numérique qui est utilisé dans le monde physique et dans le monde digital m'intéresse. Voilà. Oui, mais Denis, au fond, si on pousse ton raisonnement qui est intéressant, on est au cœur là. Tu aurais pu aussi proposer donc des fichiers digitaux sur des écrans plats. Mm, mm. Et finalement, quand on regarde une image digitale sur un écran plat, on peut toucher l'écran plat. Donc on est en rapport avec une matérialité quand même. Oui, et effectivement, qui est autre, qui est autre. Et là, si tu veux, c'est effectivement, on est au cœur du problème. Moi, par exemple, là, je suis en train de faire une œuvre immersive dans laquelle on va se promener et qui est une œuvre digitale, hein. Et là, pour le coup, on aura une autre relation au physique, puisque c'est cette fois-ci une œuvre 100% digitale, puisqu'on ne pourra pas la recréer dans le monde physique, cette œuvre-là, elle tire sa nature même du monde digital. Mais tu vois, on aura une autre relation, une autre perception de cette œuvre-là. C'est une œuvre in situ et tout ça. Et donc, encore une fois, il y a cette idée quand même dans le monde physique, les écrans, effectivement, il y a Bill Viola qui a très bien réussi, par exemple, à incarner quelque chose de la peinture et tout ça dans des vidéos sur écran et tout ça. Voilà, il y a une possibilité effectivement de présenter des choses sur écran. Moi, ma culture de peintre fait que le rapport à la toile, Ouais, je comprends. voilà, le rapport au papier même, toujours, ça ne réagit pas de la même façon et tout ça. Voilà. Tu as parlé donc, on va aborder le métaverse parce que tu as parlé de deux métaverses. Enfin, tu as parlé de CryptoVoxel qui est un des métaverses qui est un des plus connus. Et puis Ouais, moi, je suis allé fouiner un peu sur ton OpenSea, donc sur ton wallet, cher Denis, ouais, et j'ai ouais, vu que tu possédais aussi un land sur un autre métaverse qui s'appelle The Sandbox, ouais. qui est initié par un Français d'ailleurs. Tu as aussi un LAN, donc pour rappeler à ceux qui nous écoutent qu'un LAN, c'est un bout de territoire, en fait, c'est un terrain finalement, un terrain virtuel, Mm, dans un monde virtuel qu'on appelle un métaverse. mm, Donc toi, donc clairement, je pense que tu explores ça à fond. J'aimerais ouais. avoir ton avis sur le métaverse, sur CryptoVoxel et sur The Sandbox. D'abord, en gros, déjà sur le métaverse, est-ce que ton expérience est satisfaisante de ton expo métaverse? Oui, oui. Alors moi, le métaverse m'intéresse, mais alors énormément. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, c'est un nouveau paysage. Et je pense que enfin, je pense, comme tout le monde, hein, on voit bien ce qui est en train de s'initier avec les métaverses qui arrivent, les différentes plateformes. Alors, CryptoVoxel, c'était historiquement la plateforme la plus arty. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont intéressés à ça, qui ont été présents assez rapidement. Il y a Benoît le Mocha qui s'est créé sur CryptoVoxel. Il y a de grandes galeries. Il y avait alors Metacovan, je crois qu'il était sur Decentraland, mais au départ Beeple, le M3, je crois que M12 devait être sur CryptoVoxel. Enfin bref, après il y a CryptoVoxel, Decentraland, Sandbox, Omnium, puis d'autres métaverses. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de très intéressant qui se passe avec Sandbox, parce que Sandbox, pour moi, change non seulement la donne, mais change même le modèle d'Internet, le business model d'Internet. Le business model d'Internet, depuis les années 90, si on vous donne de l'accès à de l'information libre contre de la publicité. Et depuis une dizaine d'années, c'est contre quelques abonnements. Mais en gros, il y a cette idée. Là, le business model du web, enfin, du monde digital est en train de changer. Ça devient une espèce de casino géant. Et il va se passer quelque chose d'assez phénoménal autour de tout ça. Je pense qu'on ne mesure pas encore l'importance que va prendre une boîte comme Sandbox dans les années qui viennent. Je pense que Sébastien Borget, qui le co-dirige, a l'envergure d'un Zuckerberg. Ou voilà, c'est Et majeur. est-ce qu'on a... Oula, vous m'entendez bien là? J'ai une Oui. espèce d'écho bizarre. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde en fait qui a visité l'expo 3D, ton expo 3D sur CryptoVoxel? Vous avez un peu des données, ça a fonctionné? Le paradoxe du métavers, c'est qu'il n'y a personne. C'est ça le grand paradoxe en ce moment, c'est qu'il y a très peu de monde. C'est extrêmement prometteur et tout ça, mais il y a très peu de monde. Mais c'était le cas d'Internet au début. Moi, je me souviens, on explorait ça, il n'y avait rien. Il fallait chercher des trucs qui nous intéressaient pas, etc. Et on est dans le même là. Donc, il y a eu, on a fait un événement, un vernissage virtuel où il y avait on a dû réunir
tout casser, pour être très honnête, entre 30 et 60 personnes, c'était pas énorme. Donc en fait, tout le monde en parle, mais on est encore aux prémices. On est encore au tout début, exactement. Mais on sait tous que c'est quelque chose d'immense qui est en train de se préparer. Voilà, ça on le sait. Et que les plaques tectoniques vont bouger, qu'il y a des montagnes qui vont s'élever, et je suis à peu près certain que Sandbox en est une. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement efficace même dans la vision qu'a Sébastien Borger de ce monde-là et tout ça. Et encore une fois, il y a une notion marchande, de micro-marchande aussi, au milieu de ces métaverses qui est absolument clé. Moi, j'ai aucun rapport à l'argent, aucune fascination pour l'argent, etc. Et ça m'intéresse pas beaucoup. J'ai jamais spéculé sur les monnaies, mais par contre, je vois qu'il y a une dimension économique très très forte autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de, pour chaque créateur ou pour chaque joueur même, de pouvoir échanger des biens numériques, de pouvoir gagner de l'argent, etc., change complètement la donne. Denis, j'ai une question. Moi aussi, j'ai de l'écho, tiens. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais aux créateurs, dont je fais partie d'ailleurs? Je me suis beaucoup questionné sur la possibilité d'exposer dans un métaverse. Est-ce qu'il faut acheter, donc investir dans un land, prendre position, ou est-ce que déjà, en tant que créateur, les artistes peuvent se tourner vers des galeries qui sont déjà sur le métaverse et proposer une exposition virtuelle? Parce que toi, je vois que tu as investi, tu as pris un risque finalement sur le métaverse. Tu souhaites avoir ton propre espace de vente, c'est ça? Non, en fait, moi, je suis en train de construire un truc, mais moi, je l'ai acheté à un moment où ça valait pas si cher que ça, cette land, et pour y produire quelque chose, enfin, Sébastien m'a invité à faire une exposition dans Sandbox, qui devrait sortir là au premier trimestre, et puis voilà, et c'était pas un gros investissement. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus lourd déjà d'acheter dans le métaverse. Moi, je pense que le rôle de l'artiste, c'est pas enfin, chacun peut faire de l'investissement, hein, mais c'est de produire des œuvres. Et donc, il faut trouver il faut trouver des galeries, des sponsors, des mécènes qui mettent à disposition les espaces pour permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer. Il y a, tu sais, à New York, il y a une très belle œuvre de Walter de Maria, là, le Broken Kilometer. Et Walter de Maria, c'est un artiste du land art. C'est un grand, enfin c'est 100 morceaux de laiton qui, si on les met de bout à bout, représentent 1 kilomètre, mais là ils peuvent pas rentrer bout à bout dans la galerie. Et la galerie qui héberge cette œuvre-là, du Broken Kilometer, c'est le deal avec l'artiste, avec Walter de Maria, c'est une exposition à vie. Une exposition pour l'éternité. C'est-à-dire que tant que les mécènes, les héritiers, etc., peuvent supporter cette œuvre-là, il y a une grande galerie au cœur de Manhattan qui présente cette œuvre depuis les années 80, je crois, peut-être même avant. Et c'est toujours la même œuvre, et c'est un deal d'exposition à vie. Donc il y a quand même il faut aller voir des mécènes, des galeristes, des gens qui ont envie de produire des choses. C'est pas aux artistes d'aller acheter des... Absolument. On en parle souvent du rôle important des intermédiaires, même dans tout ce nouveau monde crypto. Je vois l'heure qui tourne. Je vous propose qu'on donne la parole à nos auditeurs ou auditrices qui pourraient avoir des questions. Donc n'hésitez pas à vous manifester, on vous fait monter sur scène. Et en attendant, si Florent qui nous a rejoint veut intervenir, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de poser toutes vos questions à Denis sur son œuvre, son parcours, le métaverse, le crypto. Mais oui, bonsoir. Je suis vraiment navré d'avoir raté ce début d'épisode qui avait l'air fascinant. Du coup, j'ai pris en cours de route, mais du coup, merci pour tes super perspectives et compréhension aussi du métaverse, Denis. J'avais des petites questions, du coup, mais j'ai peur qu'elles soient, j'ai peur que ça soit répétitif. Du coup, je vais, je vais essayer d'innover quand même. Tu as parlé du coup du métaverse, comme quoi ça pourrait être l'avenir, comme quoi il y avait, en général, l'artiste ou l'art a pas forcément vocation à être forcément en lien direct avec l'argent potentiellement, ou du moins que l'artiste doit pas forcément s'en préoccuper. Toi, comment tu vois toute cette tendance autour de l'utilité des NFT, de euh, le, le- la fusion ou l'hybridation, comme tu as dit, avec la DeFi, la finance décentralisée? Est-ce que tu penses que c'est un chemin intéressant à explorer pour les artistes, ou pour toi c'est quelque chose qui justement devrait pas forcément avoir lieu d'être, et un NFT doit avoir la seule utilité d'un NFT c'est de supporter l'art et pas autre chose?
Bon, le NFT, ça va servir à tout, hein. Je pense que d'ici 5 ans, rien ne se vendra sans qu'il y ait un NFT collé, que ce soit une voiture, une montre, un appartement, a fortiori une œuvre d'art. Rien ne se vendra, même dans le monde physique, hein, rien ne se vendra sans qu'il y ait un NFT collé à ça. Je pense que Eleonore me rejoindra, mais si Eleonore me rejoindra sur l'idée que j'imagine que d'ici peu de temps, aucune œuvre physique se vendra sans le NFT collé à ça. Et donc, ce qui a changé, c'est que pour le digital, c'est qu'auparavant, on avait du mal à valoriser une pièce digitale. Il y a bien quelques galeries, il y a la galerie au Charlot, etc. Il y a des gens qui ont fait ça, mais c'était très compliqué. Là, aujourd'hui, d'un seul coup, ça devient complètement simple. Et ça, c'est vraiment, c'est un apport considérable. Et en dehors de ça, moi j'ai un peu du mal avec les étiquettes art NFT, ces choses-là. J'ai un peu du mal avec les étiquettes en général d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, l'outil NFT, oui, est un apport considérable. La crypto en tant que telle, moi, m'intéresse en ce sens qu'elle remet en question un peu certaines hégémonies et voilà. Mais fondamentalement, je suis pas passionné par ces milieux-là. Ce qui est intéressant pour l'art, c'est que d'un seul coup, il y a une espèce de fluidité là-dedans qui s'est installée, une instantanéité, une rapidité, quelque chose qui est des intermédiaires et tout ça. Donc tout ça change complètement la façon dont on acquiert aujourd'hui une œuvre, dont on collectionne, dont on échange, dont on vend aussi les œuvres. Donc tout est un peu remis en cause avec la crypto d'un côté et les NFT de l'autre. Et donc ça, en ce sens-là, oui, il y a quelque chose qui s'est accéléré de façon extraordinaire là. Et encore une fois, nous ne sommes qu'au début de cette histoire-là, puisque les mondes virtuels là, le métaverse qui est en train de s'ouvrir, même s'il y a vraiment pas grand monde aujourd'hui à l'intérieur, ça va être une espèce de casino géant. Il faut imaginer 2030. Et c'est absolument phénoménal ce qui va se produire, hein. Justement, Justement, c'est l'objet de ma question, Denis. Avant de te poser cette question, j'aurais rappelé que tout le monde est invité à participer. Vous pouvez demander le micro, on vous donnera le micro, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez faire vos remarques. Et justement, Denis, tu parles de 2030 et c'est exactement là où je voulais t'emmener. À ton avis, on peut s'amuser à un petit jeu de prospective, c'est toujours amusant, c'est toujours intéressant d'avoir ta vision. Comment tu vois? Donc déjà, tu nous dis que le NFT sera effectivement absolument partout, dans tous les objets qu'on achètera, et physique et virtuel. À mon avis, tu as ouais. raison. Et en termes pour les artistes qui nous écoutent, pour les galeries, pour le monde de l'art, est-ce qu'il y a un bouleversement majeur qui va se produire en 2030? Est-ce que tout sera différent? Est-ce qu'il y aura un peu des deux? Comment tu vois ça à peu près? Il y aura un peu des deux. Il y aura un peu des deux. C'est-à-dire que les galeries, il y a encore toute une génération qui va avoir des difficultés à rentrer comme ça dans le digital à 100%, surtout tant qu'il y aura cette barrière des wallets, etc. Enfin voilà, c'est encore un peu complexe pour plein de gens, les sexagénaires et tout ça qui achètent beaucoup d'art. C'est encore un peu difficile pour eux. Et donc il y aura toujours des galeries traditionnelles, mais enfin, comme il y a encore des galeries de rue Faubourg-Saint-Honoré qui vendent des paysages du 18e, etc. Ça, c'est pas le problème, hein. Mais le monde, la modernité, enfin la modernité c'est encore un mot qui date maintenant, on ne sait plus comment parler de du futur, mais l'art du temps des années 30, oui, je pense que le digital aura pris une importance considérable et que les artistes, il y aura à mon avis, il y aura un petit peu d'écrémage quand même parce qu'il y a beaucoup de monde. Là, il y avait déjà beaucoup d'artistes, mais là, il y a une espèce d'inflation sur le nombre d'artistes. Et tant mieux d'une Certainement certaine parce façon, que voilà. on a un petit souci du son avec Clubhouse. J'ai l'impression que parce que l'outil numérique est peut-être plus facilement accessible à tout un chacun que des pinceaux, que le dessin de représentation, etc., tout le monde s'estime facilement artiste finalement. Alors qu'il ne suffit pas de maîtriser le médium pour créer des œuvres. Ouais, c'est un peu la vision de Fluxus, tu vois. C'était Fluxus, c'est un joli mouvement post-Dada, Zemmour Jumpek, etc. Enfin, il y a plein de gens, mais là, on est dans quelque chose de fluide, d'un flux permanent d'arrivée de nouvelles choses et de choses comme ça. Donc, ça va continuer de grossir. Moi, je pense que il va y avoir une importance clé. Il va falloir réinventer le principe de curation et le principe de critique. Je parle du critique d'art, hein.
il va falloir penser ces nouveaux univers-là, penser cette forme d'art-là, la commenter, la critiquer, l'évaluer, la hiérarchiser. Et voilà, il nous faudrait un Restani, enfin l'équivalent de ou un Clément Greenberg pour les irascibles aux États-Unis, l'abstraction, l'expressionnisme abstrait, choses comme ça, contemporain. Voilà, il y a Dominique Moulon en France, il y a des gens qui ont fait des choses, il y a Couchot, Edmond Couchot, etc. Enfin, qui non, mais là, j'ai pas l'impression qu'on voit émerger une vraie critique autour de ça. Les Les artistes vrais créateurs, commencent et tout le voilà. reste suit finalement, les intermédiaires, les critiques, les La curateurs, etc. communauté Ça va venir. ne suit pas. Tout va très vite aussi dans notre petite heure qui nous est allouée. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je te propose, Denis, de passer à une petite série de questions au débeauté. Alors, tu nous en as cité pas mal quand même au cours de l'épisode, mais s'il n'y avait qu'un seul ou une seule artiste à nous citer pour ton inspiration, ce serait qui ? Pour mon inspiration, Une artiste un ou une artiste qui t'inspire. Alors, tu nous en as cité beaucoup, mais s'il devait y en avoir... il y a Pierrot, il y a Rembrandt, Ça fait deux. Poussin, enfin, ouais, ça fait deux, voilà. Pierrot de la Francesca. Tu sais quoi? Je vais même aller plus loin. Je vais te dire Giotto. Ok. Parce que Giotto nous sort du Moyen Âge, tu vois. Giotto, c'est le pivot. Et c'est Giotto introduit l'expression dans les visages, introduit la perspective, introduit du modelé. Giotto nous sort du Moyen Âge. Et là, tu penses que l'art numérique nous sort d'une autre forme de Moyen Âge ? Non, mais je pense que c'est pas un Moyen Âge, mais je pense que c'est une nouvelle fenêtre sur le monde. Tu vois, c'est une nouvelle fenêtre sur même, c'est presque un nouveau monde. Hein. Et donc, il y a quelque chose de peut-être un peu voisin de ça. Et on sort de codes un peu figés aussi. Et donc. Ok, c'est Windows, quoi. J'aime cette idée tu vois, de passer d'un univers à l'autre. Là. Giotto, c'est vraiment une charnière. On sort du Trecento, tu vois, pour arriver dans le Quattrocento, et on sort de l'art gothique, du haut Moyen-Âge, des choses comme ça, et tac, on rentre dans la Renaissance. Voilà. Et donc, peut-être Giotto. Pour ce côté-là. Voilà. Pour ce côté-là. Ok. Alors, souvent, les artistes sont aussi collectionneurs. Est-ce que c'est ton cas, Denis ? Pas du tout. Moi, je n'ai pratiquement rien à moi. Alors, tu n'as pas de NFT ? Je n'ai pas de NFT, je n'ai pas d'art, je n'ai quasiment rien à moi, ni en matériel, ni en virtuel. La lande que j'ai là, c'est pour y faire un truc dessus. Et ça me sert comme support, comme c'était une toile. Je n'ai quasiment rien. Bon, alors toutes mes questions tombent à l'eau. Je peux pas te demander ton premier NFT. Non, et le premier NFT que tu aimerais collectionner quand même, si un jour ça devait t'arriver, ou alors tu es complètement... Moi, j'ai les artistes que j'aime bien en ce moment. Il y a Kayola que j'aime bien. Je suis même pas sûr qu'il fasse des NFT. Qui est un artiste espagnol, un artiste digital. En France, il y a Jacques Perconte que j'aime bien, que j'aime beaucoup, dont je suis de travail depuis longtemps. Il y a Joanie Lemercier. Il y a des gens comme ça. Ça ouvre la porte à ma dernière question, qui était quel serait l'invité que tu aimerais écouter dans cette room ? Donc là, on a quelques pistes déjà. Ouais. Je pense que Jacques Perconte peut être intéressant. Franchement, c'est un mec super. Voilà, il y a. Ouais. En français, enfin. En artiste français. Ok. Il peut avoir un vrai propos. Voilà. Ouais. Et parce que c'est des gens qui ont manipulé le digital. Moi, cette histoire de NFT, encore une fois, hein, c'est une étiquette qui n'a pas beaucoup de sens, à mon sens. Enfin, à mon avis, de dire art NFT, l'NFT, c'est un protocole. On est d'accord. C'est ça. C'est une convention de langage, on va dire. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Denis, pour tout ça. C'était vraiment absolument passionnant. Je vais laisser la parole à Florent pour la toute dernière partie de l'émission parce que nous avons une tradition de giveaway et je crois que Denis nous a préparé quelque chose de très spécial et de magnifique que j'ai pu entreapercevoir. Donc Florent, si tu veux nous annoncer le giveaway et le gagnant ou la gagnante de la semaine dernière. Du coup, ce que je propose, c'est peut-être que Denis, c'est toi qui vas choisir le ou la gagnante de la semaine dernière. Comme ça, on est sûr que ce soit incorruptible. Donc, si tu veux me donner un numéro entre 1 et 7,
et qui, du coup, ça sera le gagnant qui, dans l'ordre du tweet, sera choisi et on va faire un petit peu le même système avec toi. Donc, vas-y, déjà, on commence par annoncer le gagnant. Dis-moi tout, Denis. Entre 1 et Alors, 17, 1 et 7, je vais prendre le 2, je crois. le 2, oh, c'est Le Oscar 2, Marengo. c'est né le 17-02, c'est pour ça. 17-02, ça voilà, 02, ça paraît. C'est le Eh ben, numéro de la petite semaine, mais le 2. Allez. écoute, on a un deuxième. C'est Oscar qui avait déjà gagné le giveaway de Hermine. Donc voilà, qui est aussi dans la room. Ouais, c'est clair. Voilà, ça paye la fidélité et les retweets. Bien joué, Oscar, qui nous écoute en ce moment même dans la room. Donc félicitations à toi. Tu vas faire des jaloux. Et on va voir, peut-être que c'est peut-être lui, encore une fois, qui va gagner ton giveaway, Denis. Pour rappeler les règles, du coup, à ceux qui nous rejoignent, on va tweeter avec l'épisode actuel dans les prochains jours, demain normalement. Et les gens qui vont du coup follow Denis, l'art du NFT et vont retweeter et taguer des amis seront éligibles potentiellement à ton giveaway qui sera choisi du coup la semaine prochaine avec le prochain invité, le ou la prochaine invitée. Voilà. Rajouter en 5 secondes, j'ai juste, on n'en a pas parlé, mais j'ai une expo en ce moment donc à la Galerie Lisbonne à Saint-Tropez jusqu'au 10 janvier. Voilà. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé parce que apparemment ça a été annulé, mais on l'annonce et on le réannonce. Donc c'est assez toujours les arbres indécisionnels, les arbres. Sont des arbres d'indécision aussi, ouais. Ouais. Eh bien, s'il n'y a plus d'intervention, je vais clôturer ce dernier épisode de l'année. Je vous remercie infiniment à tous, à Denis, à mes acolytes Benjamin et Florent et à toutes les personnes qui nous suivent. Je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Merci Lucie et Léonore, merci à tous et très bonne année. Très bonne année. Bonne année à tous. À l'année prochaine. L'art du NFT.